Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur, qui a dit qu'il n'y avait que les contes de fées pour tirer les châteaux de leur assoupissement. C'est à ce genre de prodige merveilleux que procéda Charles de Bestéguy en acquérant le château de Grousset à Montfort-l'Amaury en 1938. Issu d'une richissime famille mexicaine, Charles de Bestéguy manifeste une véritable dilection pour les arts décoratifs européens. Avec l'aide du génial architecte Emilio Terry, il décide de faire d'un charmant château néoclassique le centre d'un projet esthétique et intime inouï, tant dans les pièces du château que dans le parc, qu'il orne d'une suite de fabriques aux inspirations les plus diverses. À mesure que le projet avance, Charles de Bestéguy demande à l'aquarelliste russe Alexandre Serebriakov, spécialiste des vues d'intérieur, de fixer par son art la réalisation des différentes pièces du château. Ces magnifiques aquarelles, mémoire de ce projet d'art décoratif hors du commun, sont aujourd'hui réunies dans un splendide ouvrage intitulé Grousset, publié aux éditions Gourcuff-Gradenigo, dont les textes ont été rédigés par Pierre Arizzoli-Clémentel, directeur général honoraire du château de Versailles. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité, Pierre Arizzoli-Clémentel, dans le théâtre du château de Grousset. Pierre Arizzoli-Clémentel, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur, qui a une fois de plus la chance d'être installé dans un lieu exceptionnel, mais au risque de faire du français un peu alourdi, mais non exagéré par rapport à la réalité. On peut dire que là, on est dans l'exceptionnel de l'exceptionnel, puisque nous nous trouvons au château de Grousset. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, c'est vous qui allez détailler les choses. Nous vous recevons aujourd'hui pour un livre superbe, à savoir les aquarelles d'Alexandre Serebriakov, réalisées au cours de la réalisation du château de Grousset. Nous avons une tradition dans cette émission. La première question que nous posons à notre invité porte justement toujours sur le lieu. Avant de dévoiler pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Grousset et le tenant et l'aboutissant de cette aventure, je voudrais juste que vous nous décryptiez, si on peut dire ça comme ça, la stylistique de l'endroit extraordinaire où nous nous trouvons. Où sommes-nous exactement ici? Bonjour. Bonjour. Et en fait, nous sommes dans un théâtre de cour, un petit théâtre de cour, comme il y en avait beaucoup dans les châteaux aux environs de Paris. On dit dans les mémoires qu'il y en avait plus de 200. Ils ont tous disparu, mais quand Charles de Bestéguy a décidé de faire ce petit théâtre, il s'est informé, et donc il y a un mélange d'influences qu'on peut voir ici. D'une part, un théâtre de loge, tout en loge, et ça c'est une idée vénitienne. Bestéguy connaissait très bien Venise, le fameux théâtre historique de la Fenice qui est tout en loge, et qu'il connaissait forcément très bien, et puis d'autres influences allemandes notamment, puisqu'il a fait des voyages en Autriche, en Allemagne du Sud, et il a découvert notamment à Bayreuth un théâtre baroque, où la loge centrale qui est derrière nous est tout à fait inspirée de cette forme en cône, mais il y a aussi d'autres sources. On appelle, je crois, le théâtre de la Margravine. Le théâtre de la Margravine de Bayreuth. Mais il y a aussi d'autres sources, on n'y pense pas tellement, mais la fameuse dame à la licorne, la fameuse tapisserie de Musée de Cluny, c'est un moment, cette dame est en forme de cône. Donc vous voyez, les influences sont très, très nombreuses. Très variées. Et puis il y a aussi l'influence de la couleur qui est frappante. Ce bleu et ce rouge, c'est très audacieux, mais Bestéguy avait un don pour la couleur, et puis c'était des couleurs qu'aimait le 18e ou le 17e, des couleurs très fortes, très franches. Bien. Eh bien, votre réponse nous permet tout de suite de comprendre, même si nous allons approfondir ce point, que les approches des arts décoratifs de Bestéguy sont toujours des quintessences, c'est-à-dire que ça réunit plusieurs influences. Alors, j'ai une deuxième question tout de suite à vous poser sur le lieu. Nous sommes donc dans ce théâtre extraordinaire, théâtre rattaché au château. Nous pourrions être toujours dans un théâtre aujourd'hui, mais le décor pourrait être tout à fait différent en fait. Vous savez, si le nez de Cléopâtre, eh bien, si Bestéguy, et je vous laisse compléter. Pourquoi nous pourrions être dans ce théâtre aujourd'hui, mais avec un décor complètement différent? Eh bien, quand Charles de Bestéguy a acheté Grousset, il a eu dès l'origine, très très vite, l'idée de faire un petit théâtre. Et la première idée assez baroque, assez extraordinaire, c'était de faire une pyramide sur le lac. Et Elle existe.
Il y a une pyramide qui est proche mais ce n'est pas celle-là. C'est pas celle-là, Il y avait une très grande pyramide, beaucoup plus grande, qui aurait contenu un théâtre ovale qu'il avait vu en Russie, dans ses nombreux voyages, parce qu'il a été un grand voyageur, et un théâtre qui a été fait pour Catherine II de Russie, l'impératrice, par un Italien qui s'appelait Quarenghi, un théâtre à colonnes, un théâtre d'architecture. Et puis, on a pensé que c'était trop compliqué d'avoir un théâtre sur une île, en fait, au milieu de l'eau. Et donc, il a imaginé, quand il a fait faire construire ces deux ailes qui complètent le château original, de faire un pavillon où il y aurait un théâtre qui serait lié au château. Et donc, c'est ça l'idée, en fait. Un théâtre, alors, à ce moment-là, le temps a passé. Plus de 5 ans ont passé entre l'idée de ce théâtre et l'ouverture, l'inauguration. Et donc, le théâtre a complètement changé d'allure. Il est devenu un théâtre textile et de loge, enfin, très différent de... C'est un projet qui est... Voilà. Alors, on découvrira dans votre livre une des aquarelles de Serebriakov qui, justement, représente ce projet. Je pense tout de suite à une question que je n'avais pas imaginé vous poser, pardon, mais en fait, on s'aperçoit par votre réponse que peut-être Bestéguy a autant réalisé en imagination que ce qu'il a réalisé concrètement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de projets, mais qui n'ont pas tous été réalisés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres projets extraordinaires que vous pourriez nous citer, mais qui n'ont pas eu lieu? Oh, bien sûr, je pourrais vous en citer beaucoup, mais toute sa vie, Bestéguy a été un espèce de... Un rêveur. Oui, un rêveur et quelqu'un qui imaginait des choses et qui ne pouvait pas toujours réaliser. Notamment dans le parc, il y a plusieurs fabriques, ces petits bâtiments qui aménagent des vues et qui ont été prévus et pensés, mais jusqu'au moindre détail, et qui n'ont pas été réalisés. Donc vous voyez, et à l'intérieur aussi, il y a une évolution continuelle des projets. À l'origine, il faut bien se dire, ce château était assez simple. C'était un château de campagne, construit pour une dame de la cour. On va y venir, oui. Mais qui était un château restauration, quoi, enfin, début du 19e siècle. Presque une page blanche pour quelqu'un qui a une telle imagination. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Il voulait une page blanche parce qu'il voulait justement se livrer à toutes ses idées et en réaliser quelques-unes. Et pas un château trop historique qui aurait des règles, etc. Il ne voulait pas un château historique. Non. Alors, nous sommes ici dans un endroit éminemment baroque, à plus d'un titre, parce que d'abord nous sommes dans un théâtre, qui est toujours un espace baroque. On observera que l'espace est dédoublé, parce qu'il y a l'espace réel qui est derrière nous, et nous sommes finalement, nous, dans les décors qui reproduisent exactement le théâtre. Ça, c'est une idée baroque. Vous savez qu'à Versailles, à l'Opéra Royal, il y avait sur la scène un décor qui reproduisait la salle pour les jours de grands bals, où on mettait un plancher et la salle était reproduite sur la scène. Mais alors pourquoi vous voyez qu'il avait beaucoup d'idées et de connaissances surtout. Hein. Alors pourquoi je parle d'effet baroque? Parce que finalement, le livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, il fait aussi un effet baroque. On nous entend parler depuis le début de, et je fais exprès de préserver un certain mystère, mais nous allons maintenant préciser les choses, Château de Grousset, qui parlera à certains, mais pas à tout le monde. On entend parler de Charles de Bestéguy, pareil, tout le monde ne sait pas forcément qui c'est. On nous a aussi entendu parler de Serebriakov. En réalité, votre livre, précisons maintenant bien son sujet, c'est un livre d'aquarelles, 35 aquarelles exactement, de Serebriakov qui représentent des pièces réalisées, quelques pièces projets, du château de Grousset. Et donc pourquoi il y a un effet baroque? Parce qu'on va parler d'une création artistique dans une création artistique. C'est à peu près ça votre livre. Oui. La création artistique de Charles de Bestéguy enclose dans la création artistique qui n'était pas forcément artistique au début, qui était peut-être un document pratique, mais qui a pris une valeur artistique. En réalité, ce livre est une reproduction d'un album, qui est une commande particulière de Bestéguy, assez audacieuse en fait, d'avoir un portrait de sa maison tel qu'il l'avait imaginé et réalisé en partie à la fin des années 40. Alors, ce que je voudrais surtout savoir, c'est, maintenant qu'on a un petit peu présenté le livre, pourquoi vous vous êtes lancé dans un tel projet? Quelle était votre idée de réunir ces aquarelles? Je ne sais pas si elles ont été montrées dans leur ensemble, mais je ne crois pas. Quelle était votre idée en composant ce livre? Pourquoi? Il y a deux choses d'abord. Il y a d'abord eu un hommage que nous avons voulu faire avec l'éditeur à la personnalité d'un des possesseurs de Grousset qui a succédé à Charles de Bestéguy, c'est Johnny de Bestéguy, qui était son neveu oui. Et qui a entretenu, embelli, restauré le domaine. Et donc il est disparu en 2017. On a décidé de faire un hommage à tout ce qu'il a fait ici. Et on a pensé que reproduire cet album
des vues de Serebryakov, qui était un album un peu bijou extraordinaire, un espèce d'objet extraordinaire. Et c'était une bonne idée. Et puis, une seconde chose, c'est pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est parce qu'en réalité, avant d'être à Versailles, j'ai été conservateur du Musée des Arts Décoratifs à Paris, où il y a tout le fond d'un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est l'architecte Emilio Terri, qui était un des principaux artisans de cette transformation complète de Grousset. Mais justement, vous avez un peu anticipé ce que j'allais vous demander, mais vous pouvez préciser une chose qui m'a un peu taraudé quand j'ai su que vous aviez fait cet ouvrage, que vous aviez patronné cet ouvrage, on va dire ça comme ça, c'est qu'évidemment, beaucoup de gens savent que vous avez été conservateur et puis directeur du domaine de Versailles. Et quand on pense à des demeures, enfin Versailles étant le saint des saints presque au niveau mondial, on sait bien qu'il y a dans le monde de la conservation une obsession de l'historicité, de l'exactitude scientifique, etc. Or ici, on est un petit peu dans l'effet inverse. C'est à partir peut-être d'éléments communs, le côté historique, mais la plus grande fantaisie. Et je me suis dit, mais comment un conservateur a pu passer d'un extrême à l'autre ? En réalité, je me suis toujours intéressé à ces années 50, à côté de ce que je pouvais faire à Versailles sur les meubles historiques. C'est un délassement ? Oui, c'était intéressant parce que c'était un peu une recréation des grandes époques. Dans Grousset, il y a certains salons qui sont des espèces d'allusions au grand siècle. Enfin, il y a des choses très précises. Donc, et puis d'ailleurs, on a perdu ça maintenant, mais le château était meublé de chefs-d'œuvre, hein, donc de chefs-d'œuvre des époques variées. Le décor était imaginé par Bestéguy, mais les objets étaient là. Donc, des objets authentiques, voilà. Oui, authentiques. Oui. Donc, et c'était un grand chercheur avec ses amis comme Emilio Terri ou Charles de Noailles, dont nous reparlerons, qui étaient des maniaques d'antiquité, enfin, qui regardaient tout le temps le marché de l'art. Enfin, donc c'est une fantaisie sérieuse quand même. C'est une fantaisie sérieuse. Mais je pense que quand j'étais aux Arts Décoratifs, je me suis occupé un peu de toutes les époques. Puis à Versailles, évidemment, plus de ce qu'il y avait, bien sûr. Et c'est un retour en arrière. Quand je suis parti de Versailles, je me suis passionné sur ces années 50 qui ont donné ce chef-d'œuvre de Grousset. Alors on vient de parler du projet du livre, mais on va parler du livre en tant qu'objet. Parce que réellement, c'est un livre somptueux. Ce n'est pas ma subjectivité qui le dit, n'importe qui l'aura en main s'en rendra compte. Il est d'abord clos dans un superbe coffret qui représente, une des pièces les plus emblématiques de la maison, et ce sont deux vues en fait différentes, oui. De la bibliothèque. On a d'un côté l'espace, non les deux fois c'est quand même l'espace, non pardon, d'un côté nous avons l'espace salon de la bibliothèque, et de l'autre côté on a l'aspect vraiment purement bibliothèque, dédié aux livres. Donc déjà il est enclos dans ce coffret qui est somptueux, avec donc deux aquarelles de Serebryakov, mais le livre lui-même après est comme ça avec cette sorte de frise un peu athénienne, un peu grecque. À quoi correspond comme ça cet aspect matériel du livre? C'est un hommage évidemment à Bestéguy, et est-ce que ça renvoie à quelque chose de précis dans le château? Ça ne renvoie pas à quelque chose de précis dans le château, mais ça renvoie à l'objet lui-même, parce que cet album qui existe, qui rassemble ces 35 aquarelles, est relié dans une reliure de cuir qui est cette couleur-là, et avec un motif noir de grec, avec le titre en or qu'on a reproduit, Grousset. Donc c'est en fait une reproduction à une taille un petit peu réduite de l'album original. D'accord, très bien. Donc on a un peu de Grousset, un peu de Charles de Bestéguy chez soi avec cet objet. Ça nous permet justement d'enfin, on peut lever maintenant le rideau sur qui était réellement Charles de Bestéguy. Je crois que les gens qui ne le connaissent pas ne seront pas déçus, parce que parfois on est obligé de lire des romans pour trouver des personnages comme ça. Oui. Là, il existe dans la vérité, en vrai. Il n'est pas sans analogie, je trouve, avec un peu un personnage de Fitzgerald comme Gatsby. Il y a ce côté comme ça, richissime, mystérieux, sur lequel courent toutes sortes de rumeurs. En réalité, il était poursuivi par la presse, mais il n'aimait pas la presse, donc il se méfiait de la presse. Il n'y a qu'un épisode dans sa vie où il a dû composer avec la presse, c'est son fameux bal de Venise. On va y venir. Mais alors, qui était Bestéguy? Il était d'origine espagnole, basque espagnole, mais sa famille est partie au Mexique au XIXe siècle, et lui-même et ses parents étaient revenus en Espagne et en France, et il est né à Paris, en fait, en 1895. Donc à la fin du XIXe siècle. Mais il a passé toute sa jeunesse à Paris. C'était un trilingue. Il parlait évidemment l'espagnol, le français et l'anglais parfaitement. Je crois qu'il a fait des études à Oxford. Il a fait des études à Eton et à Oxford, oui. Voilà. Mais donc vous voyez, c'était quelqu'un d'européen en fait. Absolument. Et avec quand même une hispanité
latente. Toujours en toile de fond, qu'on retrouve ici et là d'ailleurs dans le château. Oui, toujours. Il y a des petits détails, mais c'est toujours très discret, il faut voir. Donc, par exemple, le tapis du théâtre, ce merveilleux tapis, a été tissé exprès pour cette pièce à Madrid, dans les anciens ateliers royaux de tapis, qui s'appelle la Manufacture des tapis royaux, et donc qu'il connaissait, et ça a été fait exprès pour lui. La manufacture, qui est célèbre, enfin assez célèbre, ne travaillait pas tellement pour des commandes particulières. C'était un peu une chose très spéciale. Et il connaissait ce don des couleurs et de cette matière. Et il a eu l'idée géniale de faire beaucoup de tapis pour ses demeures. Oui, un autre endroit que nous verrons dans l'émission et qui n'a pas beaucoup changé, qui a gardé son lustre sans mauvais jeu de mots, c'est ce qu'on appelle la Galerie des Goya, où le tapis vient aussi de la manufacture dont vous parlez, mais aussi, ce qui fait sa spécificité, sont un ensemble de tapisseries représentant des cartons, d'après des cartons de Goya. Qui sont au Prado. Qui sont au Prado et qui montrent ces petites touches, comme vous avez dit, d'hispanité. Mais vous remarquerez, ces scènes représentent la vie madrilène au XVIIIe siècle. Donc c'est un retour aussi... toujours à l'Espagne. Et à des périodes qu'il aime bien. Bon, alors on a un peu compris quelles étaient les origines familiales. D'où tirait-il sa fortune? Parce que Bestegui, c'est une grosse fortune aussi, il faut quand même dire. C'est une fortune d'origine mexicaine, qui était dans les grands magasins du Mexique et qui ont été créés au XIXe siècle et qui ont produit cette fortune importante. D'accord. Alors Bestegui, la première fois qu'il se manifeste par rapport aux arts décoratifs, qui fait réellement quelque chose, d'abord, c'est peut-être un voyage initiatique. Il faudrait d'abord parler de ça, d'un voyage, d'un enchaînement de voyages. Et comme chacun sait, on parle souvent au XVIIIe siècle du Grand Tour. Vous allez pouvoir rappeler ce qu'est le Grand Tour. Mais alors lui, c'est le Grand Tour, là aussi, parce que ça dépasse. C'est un tour mondial. Oui, tour mondial. Alors, est-ce qu'on peut dire que cet enchaînement de voyages, ce tour du monde, disons-le, il a participé, il a été une étape préparatoire à ce que nous voyons et dans quelle mesure? Écoutez, si on parle de Bestegui comme personne, on peut dire que c'était un œil, infaillible œil. Il se souvenait de tout ce qu'il avait vu et ça se revenait plus tard dans des projets. Dans des influences, etc. Et donc cet œil, il l'a cultivé pendant qu'il était jeune. Il a fait ses voyages, notamment en Europe, mais pas seulement, en Inde, en Chine. Il disait que Pékin était la plus belle ville du monde, mais à l'époque, en tous les cas. Et donc, il avait beaucoup vu, si vous voulez. Et enregistré. Et enregistré. Il a découvert l'Allemagne, les châteaux de Louis II, de Bavière. Il a découvert Salzbourg, Bayreuth, etc. Donc, et puis, il était très lié, évidemment, très lié pour des raisons particulières à l'Italie, qu'il connaissait parfaitement. Donc, les palais italiens, je ne sais pas si vous voyez ça. Bien sûr. Précisément, ce sont des maisons grandioses avec des dimensions grandioses. C'était un amoureux du monumental, on peut le dire. Et je pense que le palais qu'il a le plus frappé de tous ceux qu'il a vus, c'est le palais Farnèse à Rome, qui est peut-être le plus beau palais du monde. L'ambassade maintenant, mais le plus beau palais, celui des papes, celui de Michel-Ange, etc. En réalité, les plus grandes créations que Bestegui a fait, que ce soit la bibliothèque ici, ou à Venise ou dans d'autres endroits, sont des pièces qui ont en général autour de 10 à 12 mètres de hauteur. Donc vous voyez la grandiosité. Un goût de la monumentalité. Ah, absolument. Oui. Très bien. Il vient aussi de l'Espagne d'ailleurs, des grandes réalisations, des palais, etc. D'accord. Alors, la première fois qu'il s'illustre, si on peut dire ça comme ça, dans les arts décoratifs, parce qu'on aura bien compris que Charles de Bestegui n'est pas un homme qui a réellement travaillé, ça a été un esthète, un connoisseur, si on peut dire ça comme ça. Et la première fois qu'il manifeste son goût dans quelque chose, c'est dans... Alors, à la fois, ça a un rapport et ça n'a aucun rapport avec ici. C'est dans un appartement d'un immeuble relativement moderne, des Champs-Élysées, où il demande à un architecte très célèbre, vous allez dire qui, de venir l'aider à réaliser ses idées. On peut dire tout de suite que ça ne va pas très bien se passer, mais que c'est une étape préparatoire à la suite. Alors, il a eu une expérience contemporaine dans sa vie, avant de s'occuper de Grousset et de Venise. Il a fait faire par Le Corbusier, un très célèbre architecte, peut-être le plus célèbre du XXe siècle, un espèce de penthouse, c'est-à-dire une espèce de logement sur un toit d'un immeuble des Champs-Élysées. Donc une espèce d'endroit où il aurait aimé habiter, a-t-il dit au départ, mais il a très rapidement dit que ce n'était pas vivable. Oui. Et il avait d'ailleurs transformé cet appartement
en réceptacle de mobilier plutôt allemand ou 18e baroque, et qui avait horrifié Le Corbusier. Bien sûr. Ils se sont disputés d'ailleurs. Adepte du minimalisme, Oui. du béton et tout. Oui. Donc en fait, ça ne correspondait pas exactement. Mais il y a quand même une chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a influencé là-dedans, c'est Charles de Noailles. Alors on va venir à lui juste... Mais Charles de Noailles, il faut vous le dire tout de suite, c'est quelqu'un qui, avec son épouse, la fameuse Marie-Laure, a fait créer par un autre architecte très célèbre de l'époque, Malès Stevens, une villa dans le sud de la France. Et c'est la même époque que Bestéguy aux Champs-Élysées avec Le Corbusier. Donc il y avait une espèce de goût comme ça pour une espèce de haute société, Oui. pour un Oui. moderne style, Oui. enfin quelque chose comme ça. Mais finalement, autant les Noailles, eux, se sont quand même assez plu à hier, autant Bestéguy très vite a abandonné. Non, il a abandonné. Voilà. Au moment de l'achat de Grousset, il a abandonné. Il a dit c'est pas vivable. Il n'aimait plus. Alors voilà. j'invite les spectateurs à regarder sur Internet. Il y a quand même quelques photos de ce qu'a été l'appartement. Il y avait un très célèbre salon qui était un salon en plein air, surréaliste, où il n'y avait pas de toit. Il y a une cheminée avec une pendule voilà, comme ça. Il n'y avait pas de toit. C'était Voilà. avec du gazon comme sol. Enfin, assez extraordinaire, mais probablement pas très vivable. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, vous parliez de Charles de Noailles. En fait, la poursuite de l'aventure bestéguienne n'aurait pas été la même, pas du tout la même s'il n'y avait pas eu deux rencontres majeures. Charles de Noailles, sur lequel vous allez donc rajouter des éléments, et un autre personnage dont vous êtes un spécialiste, il faut le dire, puisque vous avez sorti un ouvrage aussi sur lui, qui est un architecte un peu qui est quand même confidentiel dans le fond, qui n'est pas si connu, qui est connu de gens qui aiment ça, mais qui n'est pas très connu. À côté de Le Corbusier, il est beaucoup moins connu, alors qu'il a fait des choses tout à fait extraordinaires dans sa vie, qui s'appelle Emilio Terry. Comment Bestéguy se noue avec ces deux personnages, et qui étaient-ils et en quoi ils ont eu une influence par la suite sur ce qu'il a fait Alors ici. je peux peut-être parler d'Emilio Terry, qui est le plus important, parce que Charles de Noailles, c'était quelle personne dans la conversation monde, et qui était un ami. Donc, voilà, des conseils. Mais tandis que Emilio Terry a créé en partie Grousset, puisque c'est lui qui a... Et puis il a été à l'origine de travaux incessants et d'idées incessantes, de discussions incessantes. Ils étaient tous les deux hispanisants. Parce que sa famille, la famille d'Emilio Terry, était de Cuba, d'origine de Cuba. Donc il y avait la culture hispanique en toile de fond, une fois de plus. Mais des Cubains vraiment français. Il disait « je suis plus français que nature ». Donc il adorait. C'est les pires en général, ceux-là. Ce sont ceux qui sont... Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire par là, les plus attachés à notre patrimoine. Ah, ça c'est certain. Voilà. Et il avait une maison en Touraine, donc il disait « je ne peux pas arriver à vivre en dehors de Paris ou de la Touraine, c'est mon monde ». Et donc il a connu Bestéguy dans les années 20. Donc très jeune, enfin jeune. Et donc ils ont passé leur vie à avoir des dialogues ou des chantiers ou des projets. Et c'est lui qui lui a confié l'agrandissement de Grousset, c'est lui qui lui a confié les idées de décor. Ici dans le théâtre, il a dessiné les balustres de... Il n'aimait pas tellement ce théâtre, Emilio Terry. Il préférait celui qu'il avait dessiné, qui était un théâtre d'architecture. Le premier projet, qui est de Emilio Terry. Et celui-là, il l'a un peu subi, si vous voulez, parce que c'était une décision plutôt de Bestéguy. Et alors il a dû dessiner des détails, les balustres, l'avant-scène avec les médaillons des grands auteurs, Marivaux, etc. Marivaux, Goldoni, Mozart, tout ça sont des détails, mais l'ensemble, il a un peu subi ce théâtre, oui. Et il préférait l'architecture, et il aimait par-dessus tout Palladio. D'accord. Donc alors il y a des aspects, bien sûr, de la Renaissance. Il y a évidemment des influences palladiennes dans le parc, en particulier par un pont. Mais pas seulement, parce que les deux ailes sont inspirées aussi de projets qui sont liés à Palladio. Alors oui, parce qu'il faut dire aussi que le château a été transformé, mais on va y venir. Charles de Noailles, lui, vous l'avez dit, ce sont plutôt des conseils. C'est un grand amateur. Un amateur, voilà. Exactement. Un grand collectionneur, parce que la famille de sa femme était extraordinairement pleine de chefs-d'œuvre. Enfin, parce que le fameux hôtel de la place des États-Unis qu'ils habitaient était partie de la plus somptueuse demeure de Paris. Et on disait que c'était l'annexe du musée du Louvre, tellement les œuvres étaient majeures. Il y avait des œuvres extraordinaires, mais qui venaient de sa famille à elle. Ceci dit, Lord de Sade. Oui. Bischofsheim. Oui, mais donc c'est une famille extraordinairement brillante. Et en plus, le nom de Noailles n'est pas inconnu, c'est un nom qui a appartenu à la grande aristocratie française du XVIIIe et qui était familier de Versailles. Donc tout ce monde-là est lié quand même à un domaine que j'ai assez bien connu, qui est Versailles. Oui. Il y a toujours un petit peu... Finalement, il y a une cohérence. Oui, je pense, oui. Très bien. Alors justement,
maintenant on a bien présenté les acteurs, surtout Emilio Terry, hein, qui va être un petit peu celui qui réalise les idées de Bestegui. Mais il obéit aussi à Bestegui. Il obéit. Il obéit. Il craignait Bestegui, parce que Bestegui avait un caractère très fort, et donc autoritaire, et il savait ce qu'il voulait. Et on a des preuves que Bestegui était vraiment un créateur et pas un commanditaire mou, non. Parce qu'il y a des notes, je ne sais pas si c'est des notes de service, mais enfin il y a des lettres, des échanges épistolaires, où on voit que c'est combinatoire quand même, ça prend la valeur d'ordre. Oui, il avait des idées précises et il savait ce qu'il voulait. Alors l'inconvénient, peut-être vous direz si ce que je dis est juste, l'inconvénient c'est que ça peut parfois un peu froisser, mais l'avantage c'est qu'on voit du coup se distinguer en Bestegui vraiment la personnalité d'un créateur et pas du tout d'un commanditaire. Parce que des gens riches qui commandent. Voilà, c'est ça, des gens riches qui commandent. Il se mêlait des détails. Et voilà. Par exemple, le sol de la salle hollandaise, qui est de l'autre côté. C'est son idée. Il a demandé des choses très précises. On a réalisé après des choses avec des détails, mais il avait des idées. Oui, mais est-ce que pour vous, il a la valeur d'un artiste plein, Bestegui? Il n'a pas vraiment créé, mais il a été derrière beaucoup de créations. Donc, je pense que c'est il a une dimension artistique extraordinaire. Oui, d'accord. Oui. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi tout ça s'est fait ici. Parce que Grousset, donc c'est pas dans la ville, ça s'appelle Montfort-l'Amaury, la ville. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Grousset. Ce château se trouve donc dans cette jolie... C'est pas vraiment une ville. C'est un village en plus. Oui. C'est un très joli village, toujours très beau, des Yvelines. Mais écoutez, hier, je vous l'ai dit avant qu'on commence cette émission, je suis tombé sur une photo de 1958, d'ailleurs une photo un peu étonnante, parce que c'est une photo aérienne du domaine. Donc les ailes existent déjà, mais on voit ce qu'est Montfort-l'Amaury dans ce temps-là. Alors écoutez, vraiment, Montfort-l'Amaury a l'air de... En fait, rien du tout, c'est la campagne totale. C'était un endroit de résidence, il y avait des gens assez célèbres qui avaient des maisons ici. Jacques de Lacretelle, Colette, Ravel, qui a composé beaucoup de choses dans sa petite maison de Montfort-l'Amaury. Donc il y avait un endroit où il y avait pas mal de Parisiens qui aimaient cet endroit et qui se détendaient à Montfort-l'Amaury. Mais enfin, c'était la pleine campagne quand même. Et alors on peut se demander comment un homme international, qui a fait ses voyages, comme vous dites, qui avait le goût du monumental, il y a quand même un peu un moment de questionnement sur comment il est arrivé ici et pourquoi il a décidé d'acheter ce château qui, comme vous l'avez dit, et c'est maintenant que vous allez pouvoir le développer, n'avait absolument pas la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors en réalité, il cherchait une maison de campagne parce qu'il avait l'idée de créer justement des décors et il voulait un endroit neutre, qui ne soit pas historique vraiment, qui soit un endroit grand, mais bon... Qui est devenu en fait plus grand après. Mais donc il cherchait une maison de campagne. Une sorte de page blanche. Oui, c'était une page blanche, oui. Et le château n'avait pas de décor à l'intérieur, c'était une grande maison. Il y a quelqu'un d'assez célèbre qui a vu cette maison dans les années 40, c'est Cecil Beaton. Il disait c'est une masse de fenêtres. C'est toujours le cas. C'est un peu le cas, mais ça frappait. Oui. C'est une grande maison, mais libre de... On fait ce qu'on veut avec un peu. On peut faire ce qu'on veut. Et donc c'est ça qui lui plaisait. Mais comment il a trouvé cet endroit? Alors c'est grâce à Jacques de Lacretelle, qui avait une maison dans Montfort et qui savait que cette maison était à vendre. Et donc, ça s'est passé assez vite. Il a beaucoup cherché dès le début des années 30, et c'est seulement en 1938 qu'il a acheté ce château et qu'il a commencé. Mais c'est resté, l'album dont nous parlons, c'est l'état du château avant les ailes. Donc, le premier état qui finit dans les années 45-46. Et après, ça se développe. Et les images que vous avez dans l'album, c'est autre chose, il n'y a pas tout, si vous voulez, c'est l'état de cet album précieux des années 40. D'accord. Alors, il faut rentrer maintenant dans le détail un petit peu de justement ce qu'il réalise. Au début, on a dit que finalement, Grousset, ce château, c'était un petit peu la quintessence des arts décoratifs européens du XVIe, XVIIe siècle jusqu'au XIXe. Est-ce que vous pouvez, par la parole, et puis évidemment nous illustrerons par quelques aquarelles, nous prouver, nous dire comment chaque pièce a reflété à sa manière, bien sûr on ne va pas faire toutes les pièces, mais si vous pouvez nous donner quelques décors frappants ici qui illustrent ça, les influences russes, anglaises, enfin ça a été assez exceptionnel. Il y avait toujours chez Bestegui un amour très important des grandes maisons anglaises. Tout ça part un peu de là, en fait. Des grands châteaux anglais, avec ces grandes bibliothèques énormes, ces espaces monumentaux, ça l'a beaucoup frappé dans sa jeunesse. Et au fond, ce qu'il fait à Grousset, c'est un peu la recréation de ce qu'il a vu dans sa jeunesse en Angleterre, auprès de ses amis anglais. Vous diriez que le fond, il est anglais, alors que le fond... Le fond est un anglais victorien. Anglais victorien. C'est le 19e anglais. Le grand confort,
quand il a acheté cette maison, il n'y avait aucune salle de bain. Il a créé les salles de bain. C'est intéressant de dire à qui elle appartenait quand même. À qui elle était cette maison avant cette Bestegui? maison, oui, j'aurais dû le dire au début, mais vous me Non, il est toujours temps de le dire. Eh bien, ça a appartenu à une dame qui a appartenu vraiment au monde de Versailles. Tout une à fois fait. de plus, puisque c'était la duchesse de Charraud, qui était la fille de Madame de Tourzel, donc vous connaissez le nom, Bien sûr. qui est la gouvernante des enfants. Surintendante des enfants de France, absolument. Avant la Révolution, elle est qui accompagnait en le 89. plus tard possible Marie-Antoinette dans son parcours. Eh bien, elle a été jusqu'au Temple. Voilà, jusqu'au Temple, qui après est partie. Elle a été donc à Versailles, aux Tuileries, au Temple, et elle a dû quitter la reine et la famille royale dans la prison du Temple où la reine l'a d'ailleurs incité à partir. Les révolutionnaires ne voulaient pas qu'il y avait seulement la famille royale qui était dans la prison du Temple, et donc ils ont dû partir. D'ailleurs, ils auraient pu disparaître tous parce que ils ont été sauvés par la fin de Robespierre, qui a été, comme vous savez, d'abord plus ou moins assassiné par Merda, puis finalement décapité pour de bon. Décapité, je ne sais pas. Oui, il a été traîné à la guillotine, pardon. Oui. Oui. En tous les cas, il est mort. Et ces malheureuses dames ont été sauvées parce que bon, tout le monde a été... Le boucher est parti avant... la terreur, et c'est terminé. Voilà. Et donc, Madame de Charraud, sa fille, qui était sa fille, donc la fille de Madame de un des enfants de Madame de Tourzel, a construit cette maison, et elle est enterrée d'ailleurs dans le cimetière historique de Montfort, un très beau cimetière ancien. Donc, alors on revient maintenant à ce qu'a fait Bestegui. Voilà, c'était une maison beaucoup plus simple que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Bestegui, beaucoup plus simple. Vous avez expliqué qu'il a fait une espèce de sorte de fond anglais victorien. Oui. Ça serait pour l'intérieur, mais déjà l'extérieur a changé. L'influence, il faut voir aussi toutes les grandes époques du XVIIIe sont rappelées à l'ordre. Alors dites-nous. Alors voilà, donc on peut parler par exemple des grandes époques versaillaises avec le salon en rotonde, qui est un salon le plus important, salon central du château, où il a eu l'idée absolument géniale de faire retisser à Lyon, d'une époque pas favorable, parce que c'était au début de la guerre, la fameuse soirée identifiée très peu de temps avant de la chambre de la reine à Versailles, donc une soirée monumentale qui a donné un luxe ébouriffant à cet endroit. Donc ça, c'est une idée de lui. Je pense qu'il faisait travailler les plus grands artisans. Les soyeux de Lyon, les meilleurs passementiers, on a des exemples ici dans le théâtre, les meilleurs tapissiers, donc, et puis les meilleurs artisans de mobilier aussi. Donc on a des documents très précis sur les... Par exemple, les fauteuils du théâtre sont créés par un très très bon menuisier sur un modèle ancien. Évidemment, il fallait en créer beaucoup, mais donc, ce ne sont pas des fauteuils anciens, mais à la manière de... Il a pris le meilleur, quoi, les meilleurs. Il a pris vraiment le meilleur. D'accord. Alors le salon en rotonde, ça c'est un exemple, et puis il y a d'autres exemples. La bibliothèque, alors, la bibliothèque, dont on a parlé, ça mérite quand même de s'arrêter. Alors il a eu une idée géniale, c'est tout à fait le goût pour le monumental. Tout de suite, au début, il fait détruire dans la maison ancienne un étage, et donc 4 pièces, 2 en haut et 2 au rez-de-chaussée, et il crée cette immense espace de plus de 10 mètres de haut et de 7 mètres de long et de large, qui fait un espace extraordinaire et où il recrée une grande bibliothèque de château anglais, en fait, c'est ça. Mais qui est inspirée aussi du Portugal, je crois. Alors le Portugal, c'est une autre inspiration, parce qu'il y avait quantité, mais c'est juste l'espace au Portugal. Il avait vu une bibliothèque célèbre à Coimbra, et là, il a vu cette splendeur. C'est moins somptueux ici, c'est plus confortable, plus victorien, justement. Et donc il y a l'espace à la fois livre, et puis salon de conversation et salon de collectionneurs, parce que vous voyez que sur la photo, les œuvres sont accrochées à touche-touche, oui. Et c'est très 19e, ça. Très 19e et très grand amateur. Un salon grand amateur. Oui, alors là, donc, on voit réellement l'espace bibliothèque, avec bien sûr principalement les livres, et puis de l'autre côté, on voit l'espace salon avec un bon feu de cheminée. Effectivement, alors, ces la maison accrochages... n'avait pas de chauffage à l'époque. Tout était à base de poêles ou de cheminées, comme au 19e. On vivait un peu à l'ancienne. Ah oui. Et alors je crois que pendant la guerre, quand il recevait du monde, parce qu'il avait un statut de diplomate, je pense. Oui. Donc il était un peu préservé, il continuait de recevoir quelques amis. Je crois qu'il faisait même fonctionner une sorte de bus à cheval, pas une calèche, mais vraiment un petit bus avec des bancs comme ça. J'ai vu ça en photo. Des photos, oui. Oui, c'est assez... C'est-à-dire qu'on allait chercher les invités à la gare de Montfort, et on les amenait à Grousset parce qu'il n'y avait pas de voiture. Bien sûr. À voter à cheval, en fait. Bien sûr. Et alors, il y a une autre pièce qui est extraordinaire. Enfin, toutes les pièces sont extraordinaires. Chaque pièce est une aventure. Oui. Quand on pousse la porte d'une pièce ici,
on rentre dans un espace-temps qui nous fait quitter la réalité. Je pense que je n'exagère pas en disant ça. On est en dehors du temps. Oui. Complètement. C'est un peu ce qui est fascinant ici d'ailleurs. Tout à fait. Alors, une autre pièce, bien sûr, c'est une expérience qu'on peut faire aujourd'hui. Évidemment, la maison a beaucoup changé. Nous allons parler de comment tout ça s'est terminé. Mais il y a quand même des choses qui subsistent. D'abord, le charme du village, le fait que le château est toujours sur ce parc incroyable. Et donc, on quitte quand même un peu. Et puis, dans le théâtre, on a du mal à se croire dans la réalité ici. Il y a quand même d'autres espaces fascinants. D'abord, il y a une galerie qui est le parallèle de la galerie des Goya dont on a parlé, qui est cette galerie Louis XIII et qui a une espèce de côté mystérieux qui tient à la fois de la lumière. Alors, il a eu un moment, dans les années 50, au milieu des années 50, des idées de retour en arrière et de s'inspirer plus la grande époque Louis du 7e hollandais, oui. le grand siècle d'or. Donc des couleurs assez sombres, toujours des couleurs assez fortes, vert et bleu, des tapisseries. Il aimait beaucoup les tapisseries. Hein. Oui. Et puis de créer avec les bleus et blancs des céramiques, des volumes qui illustraient ce côté un peu hollandais, si vous voulez. L'impression un peu d'être dans un film de Jean Cocteau, l'impresement que la belle va arriver dans cette galerie en virage. Et effectivement, on arrive dans cette salle de bal hollandaise. Qui était, en fait, il y avait le théâtre d'un côté et la salle de bal de l'autre côté. Ils se répondent. Oui. Ce sont deux espaces qui se répondent, deux espaces monumentaux. Ce sont deux pavillons qui sont reliés au corps central par deux galeries incurvées. Et c'était l'idée au départ, mais avec une architecture rajoutée par Terry. Tous les détails, l'architecture extérieure est signée Terry. Et ça a été très bien réalisé, très précisément, avec les couleurs choisies par Bestegui. Alors il y a deux éléments sur lesquels je voudrais que vous disiez un mot. Dans la salle de bal, c'est le sol, parce qu'il est à la fois, il rentrerait tout à fait dans une vision ancienne de la Hollande, et il a un côté très moderne en même temps. Alors en réalité, l'influence, c'est beaucoup plus compliqué que ça, plus complexe. C'est une espèce de décalcomanie d'un sol très célèbre, qui est le sol du Panthéon à Rome. Ah oui, alors vous voyez, maintenant on est en Italie, enfin ça mélange énormément et donc, de choses. C'était un dessin de sol préféré d'Emilio Terry. Il l'a proposé à Bestegui, qui a accepté. Ce sont des grands disques de marbre noir, entourés de terre cuite et de marbre blanc. Donc il y a un côté blanc, noir et beige, qui est celui de la terre cuite. Mais qui fait très géométrique et moderne en même temps. C'est tout à fait étonnant. Un rappel aussi à ce que vous voyez dans la salle, qui sont avec des entours de portes blancs et noirs, qui imitent un peu ce qu'on voit dans les églises flamandes. Vous voyez, il y a toujours un rapport de plusieurs endroits qui se rassemblent et qui forment une création. Ça a vraiment fasciné. Tout ce qu'il a fait a été extrêmement photographié parce que c'était nouveau et c'était un retour, une nouvelle visite du passé, toujours très très réussi. Ce théâtre ne ressemble à aucun théâtre vraiment qu'on ait fait à l'époque ou même avant. Mais d'ailleurs, cette maison ne ressemble, en fait, sans mauvais jeu de mots, à rien, parce qu'elle est un univers, en fait. Voilà, c'est un univers. C'est l'idée d'une encyclopédie. Oui, et d'un micro-monde. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a bien expliqué ce qu'était Grousset, ce qu'a fait Bestegui, ce qu'a fait Emilio Terry, mais n'oublions pas que votre livre, ce sont les aquarelles de Serebriakov dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Non. Or, lui aussi, c'est un personnage et toute une vie. Alors, d'abord, Serebriakov, d'où vient-il, comment arrive-t-il et que fait-il ? Alors, Alexandre Serebriakov est russe et sa famille a subi la révolution d'octobre. Donc, c'était des artistes d'origine française, beaucoup, puisqu'ils étaient liés au fameux Benoît, Alexandre Benoît, Nicolas Benoît, qui étaient des gens qui déjà travaillaient en Europe. Ils ont travaillé pour les ballets russes, etc. Et puis sa mère, Zénaïde Serebriakova, était une peintre. Donc il y avait ça dans la famille déjà. Il paraît que c'est enfin, j'ai pas vérifié. Première femme peintre russe. Première femme peintre russe. Ouais. Je pense que c'est vrai. Et il y a un côté, si vous voulez, très artiste dans la famille. Et donc il a vécu, il dit, une période radieuse de sa jeunesse en Russie avant 1917. Et puis après, tout a été confisqué, ils ont tout perdu. Il a fait partie de ces Russes exilés en France. Et il n'est jamais revenu en Russie, même après la chute du communisme. Oui, non, il n'a jamais revenu. Tout fait donc ça. Je crois qu'il avait eu une espèce de période terrible où ils ont tout perdu. Ils ont dû se reconstruire. Et d'ailleurs, sa vie avant la vie qu'il a eue à côté de Bestegui était très difficile. Il est arrivé à Paris, je crois qu'il avait à peine à manger, il se retrouvait autour d'un samovar, c'était ça. Bon. La vie russe des exilés. Alors, on était un peu passé de Tolstoï à Dostoïevski. Il a dû bosser et se trouver. Donc, il a appris autodidacte la peinture, sa mère l'a aidé, ses oncles Benoît aussi. Il a en fait travaillé dans le cinéma au début. Il a fait des toiles de fond pour des décors avec de très bons artistes. Donc il a appris la perspective
qui lui a servi. Ce qui va beaucoup compter dans ce qu'il va faire. Et il a pris la perspective. Et puis aussi les vues à vol d'oiseau. Beaucoup de vues à vol d'oiseau demandées par les cinéastes de l'époque. Alors nous, on retient surtout Sérébriakov comme ce qu'on appelle un peintre de vue d'intérieur. Il faut rappeler un peu, et écoutez, vous êtes une des personnes les mieux qualifiées pour ça, ce qu'est la tradition de la vue d'intérieur, qui dans la peinture apparaît un peu comme un sous-genre, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est vrai, oui. Mais voilà, on ne connaît pas des grands... Il y a eu des grands artistes quand même qui ont été travaillés dans cet art de miniaturiste. On parle toujours des premières influences flamandes, mais en réalité, les premiers vraiment grands miniaturistes travaillent à Paris et en Angleterre. Alors, citez-nous quelques noms. Alors, je peux vous citer des noms très importants. Par exemple, un nom flamand, dont peut-être que seulement les spécialistes connaissent, une famille qui s'appelle Van Blarenberge, qui a fait des petites boîtes miniaturisées où il y avait des vues d'intérieur qui sont très précieuses. Il y en a une au Louvre qui représente les résidences royales. Il y en a une autre qui représente les intérieurs du duc de Choiseul, le fameux ministre de Louis XV. Tout ça sont des choses très précieuses, mais toutes petites. Hein, oui, voilà. Et alors, comment Alexandre Sérébriakov il s'insère un peu dans cette tradition? Quelles sont ses particularités? D'abord, je pense qu'il a été poussé dans ce genre par Bestéguy, parce que Bestéguy lui a demandé cet album et ses vues de la maison, donc il s'est mis à la miniature. Au départ, il faisait des œuvres beaucoup plus... Des vues de Paris qui n'ont aucun... On ne reconnaîtrait pas le style. Il a changé, il s'est appliqué, mais il avait déjà un œil, et puis ce côté perspective du cinéma, pour moi, qui l'a aidé, mais des choses petites. Voilà. Donc ces miniatures, ces vues miniaturisées, sont de 50 à 40 cm environ, donc c'est pas gigantesque. Alors on va se rendre compte, quand on regarde le livre, que les caractéristiques, vous me corrigez si c'est faux, c'est... D'abord, vous disiez qu'il avait collaboré pour le cinéma et ça se voit, le choix d'angles de vue qui semblent naturels si on n'y réfléchit pas et qui sont assez bien vus. Il a le sens du cadre, voilà, tout simplement, il sait distinguer. Et quelquefois, il invente, parce que quelquefois, si vous avez vu, il y a des vues qui sont impossibles, si c'était la réalité, ce sont des vues perspectives changées. Bon, alors ça, c'est l'art des miniaturistes. Hein. Ça, c'est formidable, il invente. Bon. Et il y a encore autre chose qui compte quand même beaucoup quand on fait de la peinture, c'est aussi son audace dans les angles de lumière, les axes de lumière, il y a ça aussi. Et puis évidemment, c'est un miniaturiste, mais comme vous le disiez, son absolue rigueur dans la représentation des choses. Oui, il est très précis, il représente les choses qu'il voit et les choses que Bestéguy a mis à tel endroit. Mais il y a aussi un petit détail qu'il faut peut-être ajouter, c'est le rôle de sa sœur. Catherine qui a vécu dont on ne parle pas souvent. Non, parce qu'elle était un peu dans l'ombre, mais elle faisait par exemple dans ses miniatures, ces vues qui sont de cette grandeur-là, les détails concernant les peintures. C'est-à-dire elle essayait d'imiter la manière des peintres qui étaient représentés. Donc c'était un côté encore plus miniature. Donc elle a assisté toute sa vie en fait, parce que dans ses vues, il y a souvent des peintures. Alors ces aquarelles, elles sont des vues arrêtées à un moment donné du château. Est-ce que, quand 45. Elles sont des vues arrêtées, le château sous Charles de Bestéguy n'évolue pas tellement par rapport aux aquarelles, ou justement, si, il y a de nombreuses évolutions? À l'époque de Charles de Bestéguy, pas tellement. Non. Il n'y a pas tellement d'évolution. C'est peut-être des aménagements de meubles qui changent, mais pas beaucoup. Sous son neveu, Johnny Bestéguy, qui a hérité de Grousset, il a changé une ou deux pièces, mais il a été très respectueux de l'œuvre. Très fidèle à l'œuvre de son nom. L'œuvre de son nom, qui était quand même tellement célébrée et tellement fameuse. Donc, c'était un petit peu un chef-d'œuvre. Donc, on peut pas. C'était il avait le respect, quoi. Oui, une référence. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, peut-être que Sérébriakov, dans la tête des collectionneurs, il a complètement changé de valeur, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au début, c'était de très beaux documents de travail. Puis ça a fini par prendre la valeur d'œuvre d'art, peut-être parce que aussi ce qu'il a représenté a pris en soi une valeur. À vrai dire, il a été lancé par Charles de Bestéguy, puis après beaucoup d'autres personnes. Il est connu dans le monde entier. Qui lui ont demandé de travailler sur leur maison. Donc, il a eu les plus grandes maisons, vraiment les plus grands commanditaires, oui, grâce à cette œuvre qu'il a fait à Grousset. Je crois que pour les gens qui adorent l'art décoratif, comme vous, et comme moi, je dois l'avouer, une vente se prépare absolument exceptionnelle à Paris, qui est la vente du contenu de l'hôtel particulier de Jacqueline de Ribes. C'est quelque chose de tout à fait officiel, je ne dévoile rien. Non. Et si on regarde déjà les pré-catalogues, parce que je ne crois pas que le catalogue est fini, mais on voit déjà quelques éléments,
on voit dans le pré-catalogue de cette vente des aquarelles de Serebriakov qui représentent la bibliothèque d'ailleurs, des contes de Ribes, on a un salon, on a une salle à manger, donc on voit qu'il était très lancé. Ceci dit, on peut peut-être dire à cette occasion que en fait, c'est seulement pour Bestegui qu'il a fait cette œuvre monumentale, parce qu'il a fait toutes les pièces du château, et puis il a travaillé à Venise, à Paris, enfin, il a fait un nombre d'aquarelles pour lui extraordinaire. Alors, Venise, aucun commanditaire n'a fait cette grande œuvre. C'est unique. Venise, on va en dire un mot, mais rapidement, parce que ça ne touche pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais c'est en même temps impossible de parler. Ce n'est pas dans le livre, donc. Ce n'est pas dans le livre, mais c'est impossible de parler de Bestegui sans... C'est un peu son moment de gloire. Et là, pour le coup, connu d'un grand public, exactement. Médiatique. Mais il n'aurait pas tellement aimé, au fond, ce côté, mais enfin, il l'a subi. En 1951, il a organisé un bal qui, pour le moment, n'avait pas de titre. Enfin, c'était un bal comme ça, qui est devenu, on lui a donné depuis le titre de bal du siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même un mot de l'événement inouï qui a été ce bal? Alors, cet événement est lié à l'achat du palais Labia, qui est un grand palais du XVIIe et du XVIIIe siècle, à Venise, au croisement qui se trouve placé au croisement des deux plus grands canaux de la ville, le Grand Canal et le Canareggio, qui est un autre canal, où arrivaient les ambassadeurs autrefois, à l'époque de la Sérénissime. Donc c'était un bâtiment monumental de 7000 mètres carrés, donc de 4 étages, et donc un monument historique. Là. Alors là, ce n'était pas du tout un monument où il pouvait recréer, bien sûr. Il a aménagé des décors, surtout de mobilier dans le palais. Mais il y a notamment une salle qui est très célèbre, qu'on appelle la salle des Tiepolo, je crois. Ouais. Alors c'est une des plus belles salles, c'est la plus belle salle du palais, et c'est une des plus belles salles de Tiepolo à Venise. Où il y a au mur, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, des fresques de Tiepolo qui représentent des épisodes, si j'ai bonne mémoire, je crois, de la vie de Cléopâtre, quelque chose comme ça. L'arrivée de Cléopâtre et le banquet de Cléopâtre. L'arrivée de Cléopâtre, le banquet de Cléopâtre. Accueilli par Antoine. Je crois que certains personnages très célèbres du temps se sont fait représenter en photo, l'une en Cléopâtre, l'autre en confondant un petit peu la photo et les fresques, c'est-à-dire qu'elle se confond presque à taille humaine dans la fresque de Tiepolo. Daisy-Fellows. Alors voilà, Daisy-Fellows, c'était quand même bien elle. Daisy-Fellows. En fait, il y avait, ce qu'on peut préciser pour ce bal, c'est que c'était un bal comme à l'époque du grand siècle, parce qu'il y avait ce qu'on appelait des entrées. Avant le bal, il y a eu une espèce de procession dans le salon des Tiepolo avec des entrées à thème. Donc il y avait les Vénitiens par eux-mêmes, les procurateurs de Venise, et puis il y avait l'entrée la plus belle, qui a été la plus célèbre, c'est l'entrée de l'empereur de Chine, qui était une grande procession avec des costumes prodigieux. Et ça a beaucoup frappé les gens, parce qu'en fait, les gens avaient préparé ces costumes pendant plus d'1 an. En fait, c'était une espèce de cérémonie presque royale. Enfin. Bon. Alors et donc le bal est très très célèbre. C'était un peu son heure de gloire. Son moment de gloire. On évoquait ça, tout à l'heure on parlait de sa monumentalité. Du goût de la monumentale, oui, ça correspond d'ailleurs. Elle a franchi les limites de Grousset pour aller jusqu'à la Sérénissime. Et on trouve à ce sujet, et ça me permettra de revenir à Grousset, des aquarelles de Serebriakov qui représentent ces entrées. Toujours l'inséparable Serebriakov. Donc il a beaucoup travaillé pour lui. Avez-vous réussi à réunir ces 35 aquarelles, parce que je ne connais pas leur histoire, et alors j'en vois parfois passer des aquarelles de Serebriakov dans des catalogues de vente, et donc très naïvement, mais peut-être je me trompe complètement, j'imagine que ces aquarelles, elles ont été dispersées. Est-ce que c'est le cas? Alors pas du tout. La famille Bestegui a gardé les grands albums qu'avait fait faire Charles Bestegui sur Venise ou sur Grousset. Ah, ils ont tout. Oui. Venise comme Grousset. Bien sûr. D'accord. Donc ils ont ce trésor de Serebriakov qui montre l'œuvre de leur oncle. D'accord, tout ça enclos dans ce livre. Oui, alors c'est un grand album, et donc 35 aquarelles sur le thème de Grousset, mais il y a un grand album sur le bal de Venise, etc. Donc ce sont des grands albums qu'on feuillette et qui ne sont absolument pas dispersés. Alors pour tous nos spectateurs qui voudraient savoir ce qu'a été le Grousset du temps de Charles de Bestegui, il y a quand même un document qu'on peut encore consulter, qui est cet extraordinaire catalogue de vente, parce qu'évidemment, l'histoire de ce château, c'est
pour partie terminée quand le neveu de Charles de Bestéguy a décidé de se séparer et du château et de son contenu, et ça a donné lieu à une vente chez Sotheby's. Pourquoi cette vente, d'ailleurs, elle a marqué une date dans l'histoire des maisons de vente? En réalité, c'était l'occasion pour les maisons étrangères d'avoir accès aux ventes françaises. Il y avait autrefois un monopole des commissaires français, des commissaires-priseurs, et ça a été la fin. Donc cette vente, qui était une vente internationale organisée par Sotheby's, une maison étrangère, donc tout ça, ça a été l'occasion, Grousset, la vente de Grousset, a été l'occasion d'ouverture du marché. Donc ça marque même une date historique, la dispersion du mobilier. Et la vente a eu un retentissement extraordinaire. Oui. Écoutez, Pierre Arizzoli Clémentel, merci infiniment de l'honneur que vous nous avez fait et le plaisir en vous rendant sur le plateau de l'Essonne en Hauteur installé dans cet extraordinaire théâtre, reflet de ce qu'ont été à un moment donné les fastes du château de Grousset par Charles de Bestéguy, évidemment par Emilio Terry et aussi par Sérébriakov quand même, qui est l'objet de votre livre tout de même, dont je rappelle le titre, Grousset Aquarelle, aux éditions Gourcuff Gradenico. Donc nos spectateurs pourront retrouver matérialisé ce dont nous avons parlé. C'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Hauteur. Merci beaucoup Pierre Arizzoli Clémentel.